On découvre les pompiers de demain avec mes invités dans ce Smart Future. Je vous présente Céline Guilbert, bonjour. Commandant Céline Guilbert, vous êtes en charge de l'innovation à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bienvenue. Pierre-Édouard Saillard, bonjour. Bienvenue bonjour. À vous aussi. Directeur général, cofondateur d'Archeon, vous prononcez comme ça ? Archeon. Archeon, voilà, j'ai la bonne prononciation. Le lieutenant William Jouve, bonjour. Bienvenue à vous aussi, lieutenant première classe au groupement territorial ouest du CSP Besançon-Centre. Ça fait beaucoup, hein, et vous êtes chef du bureau formation. Tout à fait. Bienvenue à tous. On va parler de ce prix de l'innovation qui a été remis pour la première fois, Céline Guilbert, au 127e Congrès national des sapeurs-pompiers de France. C'était à Marseille. Pourquoi il a été créé d'abord ? Alors en fait, à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, on a pour objectif d'aider tous les potentiels innovateurs à aboutir dans leurs projets, et parce qu'on sait que forcément pour nous, ça va avoir un impact positif pour la sécurité civile, pour les pompiers de France. Et donc c'est avec l'association Atraxis, une association d'officiers de sapeurs-pompiers, qu'on a décidé de co-organiser ce premier prix. L'objectif étant en fait pour les sapeurs-pompiers eux-mêmes d'aboutir dans des projets, parce qu'il y a plein de bonnes idées en fait qui voient le jour dans des casernes, et parfois ils savent pas trop comment s'y prendre pour aboutir ou pour donner quelque part un élan à cette innovation. Et puis aussi pour des petites entreprises ou des start-up qui elles-mêmes ont conçu quelque chose qui va forcément avoir un impact important pour nous sapeurs-pompiers, et donc c'est quelque part donner ce tremplin à l'ensemble des innovateurs. Donc c'est deux prix en un, hein, on est bien d'accord, et on a les deux lauréats ici même. Il y a beaucoup d'initiatives qui existaient au sein des casernes, chez les sapeurs-pompiers, qu'il fallait un peu comme ça bouillonnait, il fallait en faire quelque chose. Nous, à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, en fait, tous les mois, on a un sapeur-pompier qui nous dit, voilà, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour concrétiser, est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, donc c'est vraiment un phénomène. William Jouve, pourquoi vous avez participé ? On a saisi une opportunité lorsqu'on a découvert cette première édition du prix de l'innovation sapeur-pompier. Exactement ce qui vient d'être décrit. On a des bonnes idées. C'était fait dans notre caserne initialement pour la formation de nos pompiers. Ouais. Et lorsqu'on a vu que ça fonctionnait, on a cherché à le déployer un peu plus à l'échelle de notre département. Ouais. Parce que c'est quoi l'idée, en quelques mots ? En quelques mots, c'était comment détourner le principe du divertissement qu'est l'escape game, qui peut être connu du grand public pour des scénarios de jeu, et d'en faire un outil de formation en remplaçant tout ce qui va être énigmes, codes et matériel par des connaissances et des techniques sapeurs-pompiers, et permettre de les réactualiser. Ouais, on rentrera dans le détail tout à l'heure, évidemment. Pierre-Édouard Saillard, ça représente quoi ce prix ? On va là aussi prendre le temps d'expliquer ce que vous faites, mais vous êtes une jeune entreprise, Archeon ? C'est ça, on est une jeune entreprise, on s'est créé il y a un peu moins de 4 ans. Ouais. Et en fait, on développe des appareils pour la médecine d'urgence, pour le préhospitalier, dans le but en fait de mieux manager la ventilation dans la prise en charge des patients en arrêt cardiaque. Et on commercialise notre premier produit EOLife depuis un peu moins d'1 an. Et en fait, le prix pour nous, en fait, c'est déjà une reconnaissance de nos utilisateurs, puisqu'on participe à beaucoup de concours depuis la création d'Archeon. Et en fait, c'est le premier prix pour nous qui vient directement de nos utilisateurs. Et en fait, c'est entre guillemets une marque de reconnaissance sur le besoin qui est vraiment nécessaire en fait chez les pompiers d'avoir un meilleur outil pour manager l'arrêt cardiaque. Ouais, et là aussi, on prendra le temps de détailler le fonctionnement de cet outil. Vous êtes venu avec. Alors, moi, j'étais à Marseille au congrès des sapeurs-pompiers parce qu'il se trouve que je suis le parrain aussi de l'ODP, voilà, qui s'occupe des orphelins des pompiers. Ça fait une quinzaine d'années que je suis parrain, donc on se connaît bien avec Céline. Alors, ce qui m'a frappé dans les allées du congrès, on était à Marseille, et il faisait un temps radieux, c'est qu'il y avait des robots là, qui se baladaient assez bruyants dans les allées. Ils servaient à quoi d'ailleurs ces robots ? Alors ces robots en fait ont différentes utilités, mais notamment l'un des robots a été utilisé pour éteindre le feu à Notre-Dame, donc ça nous permet aussi parfois d'intervenir à distance dans des situations où ça pourrait avoir un danger en fait pour les sapeurs-pompiers, et du coup de participer à l'extinction. Mais ça peut être aussi des reconnaissances qui peuvent être aussi réalisées. Il y a différents types d'utilités pour nous. Mais comment ils sont
perçus par les pompiers? Parce qu'on parle souvent de robotisation de la société ici, vous l'imaginez, et on se pose toujours la même question, est-ce que ça va piquer le boulot des humains, quoi, vous voyez, en quelque sorte? Comment ils sont perçus par les pompiers, ces robots? Pour l'instant, ils sont peu déployés sur le terrain, mais ils sont plutôt vus comme un outil complémentaire. On sait bien que de toute façon, il y aura toujours besoin de sapeurs-pompiers sur le terrain et ça ne remplacera pas en fait le métier. Et au contraire, c'est plutôt une sécurisation aussi et une capacité à être plus efficient. L'innovation, ça a toujours existé chez les pompiers, c'est inhérent à l'histoire de ce corps d'une certaine façon? Ça a toujours existé, mais quelque part, ça n'a peut-être pas été structuré. On commence à voir émerger dans les services départementaux d'incendie et de secours des services innovation. Ça n'existait pas il y a quelques années. Et puis bon, nous, la Fédération nationale, le groupe de travail qu'on a constitué est tout récent, hein, il date d'il y a 1 an et demi. Alors l'un des enjeux, c'est pour les pompiers, c'est d'attirer les jeunes. Est-ce que l'innovation, dans votre relation avec les pompiers qui bossent avec vous à Besançon, est-ce que c'est un moteur pour les jeunes pompiers? Vous voyez ce que je veux dire, pour les jeunes recrues? Et c'est aussi un moteur pour nos anciens. C'est vraiment le but de l'innovation et d'emmener l'ensemble de nos sapeurs-pompiers vers le haut. Ça peut bien sûr motiver des vocations et ça peut être un outil de recrutement. C'est aussi une façon pour nous de s'améliorer encore et toujours face à la complexité de nos interventions. Ouais, parce que le turnover, Céline, des pompiers volontaires, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que le temps passé en caserne, il a tendance à se réduire un peu, c'est ça? Oui, on est 80% de sapeurs-pompiers volontaires et c'est vrai que on voit qu'avant, les anciens sapeurs-pompiers s'engageaient très très durablement. Hein. On a des pompiers là, qui partent en retraite au bout de 40, voire même un peu plus, 40 ans d'engagement, c'est beaucoup. Maintenant, les plus jeunes vont s'engager pendant 10, 12, 15 ans et puis après, ils vont peut-être partir sur d'autres choses ou revenir. Mais on a beaucoup plus de turnover, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est un métier de plus en plus technique? Est-ce que vous avez cette impression? Il faut finalement des formations, il faut pas juste se dire je vais aller au feu ou je vais intervenir au secours à personne. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Il y a d'une part la polyvalence des missions qui fait qu'on a effectivement beaucoup de compétences à acquérir et il y a aussi effectivement cette complexité de nouvelles technologies, de nouvelles situations qui se confrontent à nous, qui font qu'on doit sans cesse se réinventer et oui, améliorer nos compétences, véhicules hybrides, bâtiments de mieux en mieux isolés qui génèrent des incendies différents de ce qu'on pouvait connaître il y a une 50aine d'années. Il y a beaucoup de choses qui font que notre métier évolue, qui nécessitent... Véhicules hybrides, c'est quoi? C'est la motorisation ou c'est autre chose? Motorisation électrique, nouvelles motorisations type hydrogène, qui sont des choses qui font qu'il va falloir se réinventer, trouver de nouvelles techniques opérationnelles. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de vos prix et de vos inventions à l'un et à l'autre. Pierre-Edouard Saillard, c'est quoi EOLife? Comment ça marche? Alors EOLife, c'est un petit dispositif qui vient en fait s'interfacer entre le masque qu'on va positionner sur le visage du patient et le ballon en fait sur lequel les secouristes, pompiers appuient pour envoyer de l'air au patient. Donc c'est composé de 2 éléments. Il y a un capteur qui a usage unique qu'on va changer à chaque patient puisqu'il peut y avoir des sécrétions, il peut y avoir des vomissements, etc. Donc ça on le change à chaque patient. Et il y a un boîtier lui qui est en fait réutilisable et qui va guider le secouriste en fait dans sa ventilation. Donc voilà, c'est un tout petit boîtier, hein, ça tient dans la main et ça va guider le secouriste en fait avec des informations très simples, avec des codes de couleurs, avec des barres graphes, avec des informations timées, on va dire un 3-2-1 pour lui indiquer en fait le moment précis auquel il doit ventiler le patient. Parce qu'en fait, on se rend compte depuis pas mal d'années que dans l'arrêt cardiaque, il y a 2 choses à faire. Il y a masser le patient pour faire circuler le sang et il faut surtout lui apporter de l'oxygène. Et apporter de l'oxygène, actuellement, on le fait avec un ballon en plastique sur lequel on appuie, mais sans savoir en fait si on envoie 300 millilitres au patient ou si on en envoie 800. Et en fait, là, depuis une dizaine d'années, on commence à s'intéresser de plus en plus à la ventilation, sur en fait qu'est-ce qu'apporte la ventilation dans les chances de survie du patient dans l'arrêt cardiaque. Parce que l'arrêt cardiaque, c'est quand même la première cause de mortalité dans le monde. On n'a que 5% de chances de survivre à un arrêt cardiaque. 5%. Et en France, c'est 50 000 décès par an en France. À cause de l'arrêt cardiaque. C'est un enjeu de santé publique. Donc il y a un enjeu, voilà, c'est ça. C'est un enjeu majeur de santé publique. Et en fait, la ventilation, on commence à se rendre compte que c'est peut-être en fait une des solutions majeures en fait pour améliorer la survie dans l'arrêt cardiaque, parce qu'on l'a vu en fait, on a mis en place les défibrillateurs un peu partout dans les, on va dire au niveau du grand public. Il y a aussi maintenant, il y a tout ce qui des systèmes de planches à masser qui vont remplacer en fait le massage cardiaque. C'est un piston qu'on positionne sur le thorax du patient et ça va masser en fait le patient en automatique. Et la ventilation en
fait, ça reste le dernier élément qui reste pour l'instant amélioré. Et là, il y a une étude récente qui a été faite aux États-Unis, qui est sortie en 2020, et qui montre qu'en fait, en faisant correctement la ventilation, on arrive à doubler les chances de survie des patients. Ouais. C'est quoi la part de l'intelligence artificielle dans un produit comme celui-là? Alors en fait, au démarrage du produit, on va sélectionner la taille du patient, on va sélectionner en fait aussi le mode de ventilation qu'on va faire, et derrière en fait l'appareil va analyser en fait les besoins du patient, parce que en fonction, si on a un patient des fois qui peut être très restrictif, puisqu'ils peuvent être, on va dire, il peut avoir les voies aériennes encombrées, etc. En fait, on va adapter le rythme de ventilation et son besoin vraiment par rapport à ce que les poumons ont besoin. D'accord. Donc du coup, on va analyser en fait les cycles respiratoires et on va indiquer précisément le moment auquel il faut ventiler pour éviter de surventiler le patient ou sous-ventiler le patient en fonction de ses caractéristiques pulmonaires. Céline Guilbert, pourquoi EOLife a été finalement choisi, a reçu ce prix? Il y avait beaucoup de candidats quand même. Oui, on a eu en tout 70 candidatures, 35 sur le côté start-up entreprise et 35 côté pompier. C'était le premier prix, donc c'est déjà pour nous très bien. Il y a eu 5 finalistes. Et ensuite, on a constitué un jury avec des représentants des différents acteurs de la sécurité civile. Et c'est ce jury en fait qui a donné des notes selon un certain nombre de critères. Et EOLife est arrivé, voilà, le premier. Et les autres avaient aussi de belles innovations. Oui, il y avait quoi? Si vous en avez une qui vous vient en tête, par exemple. On en avait une par exemple qui était sur l'intelligence artificielle, plus pour prévoir en fait des interventions à l'avance en fonction d'un certain nombre de paramètres statistiques liés à la météo, etc. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une innovation qui est intéressante pour nous, pour la gestion en fait, des ressources humaines et anticiper nos effectifs en fonction de tout ça. Voilà. Sur le côté pompier, on avait un pompier, par exemple, qui avait pensé à la création d'une balise lumineuse pour retrouver des personnes perdues, en fait, par exemple, au large, sur l'eau ou en montagne, et que les pompiers puissent la localiser à distance. Voilà. Après, ça peut être la conception d'une lance aussi qui permet de garder les pompiers à l'intérieur du véhicule en sécurité. Est-ce que vous vous imaginez utiliser ce procédé en intervention? Est-ce que vous voyez l'usage que vous pourriez en faire? Nous l'utilisons actuellement dans notre caserne de Besançon-Centre. C'est un outil qui est bisontin, la société bisontine. Donc la caserne de Besançon-Centre avait eu l'occasion de tester et de déployer cet outil. On l'utilise actuellement. Ah bon, c'est un nid de bisontin alors ici en fait. Je ne savais pas. Et alors, vous voyez vraiment la différence? Retour d'utilisateur, tiens, ça va vous intéresser. On voit effectivement assez rapidement ce qui a été décrit, à savoir que nos techniques ont des axes d'amélioration. Notre utilisation du ballon peut être améliorée et on a ce monitoring qui nous permet de savoir comment. Donc on peut le trouver sur le terrain et améliorer un petit peu cet axe qu'est la ventilation, et on le découvre chez tous nos profils. Alors Céline Guilbert, il y a un élément important. On continue d'employer l'expression soldat du feu parce que c'est une réalité, mais le secours d'urgence à personne, c'est d'abord ça les missions des pompiers aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers sont tout d'abord des soldats de la vie. Ce sont plus de 80% de nos interventions. Donc, et effectivement, pour nous, c'est important aussi de communiquer dans ce sens-là, parce qu'on voit qu'on a des personnes qui n'osent pas s'engager comme sapeurs-pompiers parce qu'il y a une méconnaissance de notre activité. Et le collectif aussi est très important chez nous. Alors, je reviens à votre escape game, William Jouve. Vous avez remporté le prix de l'innovation, on va dire, des pompiers, des casernes. C'est quoi? C'est un jeu pour apprendre en quelque sorte? C'est ça, c'est paradoxalement, c'est ce qu'on peut appeler les serious games, les jeux professionnels. C'est très paradoxal, mais c'est comment amener de manière ludique, de manière nouvelle, comment immerger notre sapeur-pompier intervenant dans un jeu qui finalement va lui apporter, qui n'est qu'un prétexte, à le former et à lui apporter des connaissances ou à le faire réviser. Alors le point de départ, c'est une pièce fermée, une thématique, un chronomètre. Et puis alors ensuite, c'est quoi? Moi j'ai fait quelques escape games, il y a un scénario, comment ça fonctionne? On a créé 2 scénarios, effectivement. Le premier est un scénario incendie, dans lequel on se retrouve immergé avec pour objectif de traiter un feu d'appartement avec victime. Donc on essaye vraiment de se rapprocher au maximum de l'opérationnel. C'est ce qui rend la chose vraiment palpable et intéressante pour nos profils, pour nos agents. Et on a eu un scénario secourisme. On partait à domicile pour une personne qui présente un malaise, ce qui peut être la plupart du temps nos interventions. Et il va falloir faire notre métier de sapeur-pompier, aviser face à ce qu'on va trouver sur le terrain. On voit d'ailleurs des images. Vous avez filmé déjà ces sessions d'escape game. Vous les pratiquez depuis combien de temps et quel est le retour d'efficacité, le retour d'expérience?
On les pratique depuis à peu près 1 an dans notre caserne, donc c'est pour ça que je disais qu'on ne l'avait pas conçu spécifiquement pour ce prix. Et quand on a vu qu'il fonctionnait auprès de tous les profils, que ce soit de nos formateurs, nos apprenants, nos anciens, nos jeunes, nos équipiers, nos chefs, on a vraiment eu un retour qui était très largement positif, puisqu'on fait travailler cette équipe et dans un cadre opérationnel proche de ce qu'ils ont en intervention. Donc c'est ce qui leur a tous plu, et le fait qu'ils soient mobiles, qu'on ait pu la tester dans d'autres casernes, nous a permis, au bout d'une 50aine d'utilisations, de nous dire peut-être que le prix de l'innovation est une possibilité pour nous, ça fonctionne. On peut y aller, on ose y aller, quoi. Voilà, et puis on essaye de le diffuser à d'autres. Notre outil fonctionne, partageons ces outils qui marchent. Si ça peut servir à la formation d'autres sapeurs-pompiers ailleurs, dans le Doubs, en France. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, Céline Guilbert, parce que voilà, c'est pas juste donner un prix de l'innovation, c'est ensuite partager les bonnes pratiques, j'imagine. Oui, c'est ça, en fait, l'aventure continue, puisqu'ils ont été sollicités par différents services départementaux d'incendie et de secours. On souhaite aussi, nous, les aider à améliorer encore leurs produits. Donc, par exemple, il y a un partenariat avec la boutique des sapeurs-pompiers de France pour concevoir l'escape game à l'échelon national. Voilà, donc il y a plein d'autres projets après qui, du coup, se décline de ce prix de l'innovation. C'est simple d'utilisation, enfin pour une caserne, des pompiers qui découvrent l'escape game, ça se met en place rapidement. On fait passer des trinômes qui représentent au mieux une équipe en intervention, et on leur explique les quelques règles de l'escape game. J'ai déjà fait passer des trinômes de tous les âges qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient jamais fait d'escape game. Il suffisait de leur expliquer ce qu'était un jeu d'évasion, et le reste, ça reste du sapeur-pompier. Donc on les emmène rapidement sur du pompier, ils s'y retrouvent tout de suite. Ils retrouvent leur univers. Pourquoi le jeu, c'est un vecteur d'apprentissage pour vous ? Parce que ça nous permet à nous de mettre le stagiaire en position d'apprendre et d'être beaucoup plus acteur de sa formation. C'est lui qui va chercher les solutions. S'il n'a pas la réponse à une énigme ou un mécanisme, on a fait en sorte qu'il puisse trouver la réponse par lui-même dans le jeu. Et donc c'est ce qui va le mettre en position de chercher la solution, de pratiquer. On va jouer sur du kinesthésique, sur du verbal, sur vraiment du coopératif, un aspect qui va tout de suite bien mieux ancrer les solutions. Est-ce qu'il y a aussi un lien avec... comment je peux dire ça, le plaisir ou l'émotion. Quand on joue, il y a ces sensations qui sont associées, et donc ce qu'on aura appris, on va peut-être mieux le retenir parce qu'il y a eu de l'émotion. Tout à fait, et puis on est vraiment sur cet aspect-là de satisfaction. On a un chronomètre, mais on n'a pas de durée limite. On sait que notre agent sortira, notre équipe sortira, et le but du jeu étant de sortir le plus rapidement possible. Il y a un peu d'émulation entre les équipes aussi, j'imagine. Forcément. Et donc il n'y a pas de situation d'échec, tout est fait pour qu'ils trouvent par eux-mêmes, ils le trouveront par eux-mêmes. Donc il y a cette satisfaction à la fin. Pierre-Édouard Saillard, je reviens à EOLife. Vous avez aussi imaginé un module de formation. On est sur des logiques qui se rejoignent finalement. C'est ça, en fait, on s'est rendu compte, alors en fait, après avoir commencé à commercialiser il y a à peu près 1 an le produit, qu'on avait beaucoup de demandes en fait de centres de formation pour former les équipes, former en fait les nouveaux pompiers, former les nouveaux infirmiers, pour mieux les former à la ventilation. Et en fait, on s'est posé la question en début d'année de sortir en fait une version vraiment dédiée à la formation du produit. C'est une version qu'on a sortie au début de l'été, au mois de juin. Et en fait, elle est légèrement différente de la version en fait pour le secours, où on a ajouté juste en fait un mode blind dessus, un mode à l'aveugle, qui permet en fait dans un premier temps on fait passer les élèves en ventilation à l'aveugle, on fait juste enregistrer les données, on leur montre leur score. Voilà, vous avez eu 10% de ventilation efficace, vous avez ventilé à 20 fois par minute et avec des volumes de 200. Et après, on les fait ventiler avec le produit. Et en fait, on se rend compte que dès qu'ils ont l'outil de monitoring, on arrive très rapidement à des scores d'efficacité de 80% de ventilation efficace, et avec en fait des volumes et des fréquences qui sont vraiment dans la cible des recommandations internationales. Donc il y a vraiment un effet apprentissage qui est très rapide et très, très efficace. Oui, parce que l'apprentissage prend finalement très peu de temps. Ça prend quelques secondes, on va dire, quelques minutes, le temps de comprendre qu'il y a un bar graphe qu'il faut suivre et un timer qu'il faut suivre. Mais c'est très très simple. Et il y a en fait tout un système d'alarme sur le produit qui vont lui indiquer si par exemple s'il y a des fuites, si le masque est mal positionné sur le visage du patient, avec pareil des systèmes d'alarme qui vont indiquer s'il y a les fréquences trop importantes ou trop faibles, ou si les volumes sont trop importants ou trop faibles. Donc en fait on arrive très rapidement à se caler dans la cible et à ventiler correctement. Qui utilise ou est amené à utiliser cet outil? Il y a les pompiers, il y a le SAMU, les pompiers, il y a le SAMU également, il y a aussi la Croix-Rouge, il y a tout ce qui est également... alors
c'est principalement nos utilisateurs en France. Après, à l'étranger, ça va être les équivalents des pompiers, donc ça va être les NHS en Angleterre. Et c'est vraiment en fait tout ce qui est préhospitalier. En fait, on se rend aussi compte quand même qu'il y a des demandes en fait en intra-hospitalier pour l'avoir par exemple sur les chariots d'urgence. Parce que pareil, en fait, quand on est dans un service, on n'a pas tout le temps en fait un ventilateur ou des gens formés experts à la réanimation. Et ça arrive en fait qu'on ait des arrêts cardiaques en intra-hospitalier. Et ils ont en fait, comme les pompiers, un simple ballon sur lequel appuyer pour envoyer de l'air aux patients. Et en fait, on a aussi de la demande pour équiper des services. Et pendant la formation des médecins, par exemple, est-ce que vous avez déjà été contacté par les organismes, enfin par les universités Alors en France, on est peu présent dans les universités, mais on est présent dans certains SAMU et SMUR, par exemple à la Riboisière. On est également présent à l'hôpital de Brest, à l'hôpital de Besançon également. Donc en fait, tous les médecins qui sont médecins urgentistes ou médecins SAMU passent en fait en formation sur le produit pour en fait déjà se rendre compte qu'ils ventilent pas forcément correctement, ce qui n'est pas toujours facile des fois à entendre quand on a 20 ans de pratique. Et en fait, par contre, ils comprennent très rapidement comment corriger leurs gestes. Et après, on est présent dans pas mal d'hôpitaux universitaires en Angleterre, où en fait il y a une pratique qui est un peu différente sur la formation, et il y a en fait un gros intérêt à apporter en fait en formation énormément de technologies pour mieux former les utilisateurs et les futurs médecins, futurs infirmiers, futurs secouristes. Céline Guilbert, qu'est-ce qui se passe après un prix comme celui-là? Est-ce que ça veut dire que le boîtier EOLife va forcément être diffusé dans toutes les casernes de France? Comment ça marche? C'est chaque directeur de centre départemental d'incendie qui décide? Comment ça va fonctionner ça? En fait, c'est chaque service départemental d'incendie et de secours qui décidera d'acquérir le matériel. Le fait que l'on communique, qu'il soit présent au congrès, parce que le congrès, c'est là où aussi on a tous les territoires de France qui sont présents, fait que les pompiers vont s'intéresser et que petit à petit, ils vont être amenés à peut-être acquérir du matériel sur un plan d'équipement sur plusieurs années peut-être. Donc c'est surtout, nous, la visibilité qu'on apporte. Vous avez déjà eu des touches ou des commandes depuis? Effectivement, on a eu quelques contacts. C'était il y a un mois. On a déjà eu quelques contacts, on va dire, même le lendemain directement, des gens qui sont passés sur le stand de nos distributeurs pour avoir plus d'informations, pour organiser des démonstrations chez eux, avoir des produits en prêt pour pouvoir le tester. Donc on a déjà eu pas mal en fait de contacts suite à ça. Et puis après on avance aussi sur d'autres sujets avec la sécurité civile, avec le ministère de l'Intérieur, pour en fait essayer de déployer peut-être aussi plus rapidement en fait EOLife au niveau national. Donc oui, il y a beaucoup de marques d'intérêt. Vous l'avez peut-être déjà évoqué, mais je voudrais reprendre cette info. Vous avez modéliser en quelque sorte l'effet d'une ventilation maîtrisée sur les chances de survie, sur le pourcentage de chances de survie? Alors nous actuellement on n'a pas fait cette étude avec EOLife, mais il y a une étude qui a été faite aux États-Unis donc sur les années 2018-2019, elle a été publiée en 2020, où en fait avec deux groupes on va dire de patients, des patients qui ont été bien ventilés, des patients qui ont été mal ventilés, et on se rend compte que les patients bien ventilés dans cette étude, donc c'est une étude qui a été faite sur quand même plus de 550 patients, donc c'est quand même une étude assez importante. On se rend compte que les patients bien ventilés en fait ont un taux de survie qui est passé de 5% dans le groupe mal ventilé à 11% dans le groupe qui est bien ventilé. Donc c'est vrai qu'à l'échelle nationale, ça représente beaucoup de vies sauvées. Et surtout, en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'avec une bonne ventilation, il y a moins de séquelles sur le patient derrière. Parce qu'en fait, là, actuellement, on a tendance à hyperventiler le patient. Donc quand on hyperventile un patient, on gonfle les alvéoles pulmonaires, on explose les alvéoles pulmonaires. Donc il y a des lésions au niveau des poumons, ce qui peut engendrer des pneumonies derrière. Ou à l'inverse, si on hypoventile le patient, donc on ne le ventile pas assez, il peut y avoir des lésions cérébrales. Donc en fait, une bonne ventilation est extrêmement importante en fait, pour aider le patient à mieux en fait récupérer derrière. Et il y a justement pareil aussi des études qui montrent qu'une bonne ventilation permettrait en fait de réduire le temps en soins intensifs derrière. Et en fait, d'un point de vue économique, c'est déjà des journées qui coûtent très cher, les journées en soins intensifs. Et les journées en soins intensifs sont extrêmement en fait éprouvantes pour les patients. Et du coup, il y a vraiment des enjeux assez importants là-dessus. Céline Guilbert, pour conclure, je voudrais qu'on évoque les enjeux de diversité, de féminisation chez les pompiers, parce qu'on parle des pompiers de demain. Aujourd'hui, c'est quel pourcentage de femmes chez les pompiers, par exemple? On est à entre 18 et 20% de femmes. Bon, ça progresse? Oui, ça progresse d'année en année. Vous êtes devenue en 2011
première femme plus jeune membre du conseil d'administration de la fédération. En 10 ans, ça a beaucoup progressé, ça? Oui, tout à fait. Là, on a beaucoup plus de femmes au conseil d'administration et on est déjà aussi avec un certain nombre de femmes aussi au comité exécutif qui vient de se constituer. Oui. Et dans les casernes? Et dans les casernes, on a effectivement... maintenant, on voit des centres de secours où on est à 50% de femmes, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Donc petit à petit, il y a un cercle vertueux qui se met en place et on voit que la diversité des profils fait qu'on est plus efficace. D'ailleurs, nos collègues de Besançon l'ont bien compris, puisque dans le Escape Game, ils font de l'intergénérationnel, ils font de la diversité et ils voient bien que l'équipe est plus efficace pour résoudre des énigmes, c'est la même chose sur le terrain. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On passe tout de suite à Smart Connect, comment donner de la visibilité aux commerçants locaux sur Internet.